C'est une nouvelle semaine qui démarre pour nous, également pour vous. Nous souhaitons que Dieu nous accompagne tout au long de cette semaine afin qu'on relève les défis de la semaine. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bienvenue encore et bonjour à tous. Merci de nous renouveler votre fidélité. Aujourd'hui, dans la rubrique Invité du jour, nous parlerons du Faso d'Anfani et surtout de sa protection. La protection du Faso d'Anfani made in Burkina Faso et du fil coton pur made in Burkina. Alors, le week-end dernier, il y a un caravane qui a eu lieu donc pour dire non au faux faso d'Anfani et au faux fil donc qu'on utilise pour tisser le faux faso d'Anfani. Nous en parlerons avec M. Abdoulaye Kwandaye qui en a fait son cheval de bataille, la protection du faso d'Anfani made in Burkina. Comment on peut reconnaître même le faux du vrai? Donc on parlera de tout ça dans la rubrique invité du jour, ça sera tout à l'heure. Bien avant cela, Elhadj Amadé Soro sera là pour partager l'actualité avec nous et plus tard on recevra des annonceurs notamment pour parler de formation. Alors, merci de nous renouveler votre fidélité. Et vous le savez, à cette émission, on part toujours à la découverte d'un site chaque semaine. Et cette semaine, direction Wemtenga pour l'aventure. Et on part tout de suite et maintenant pour à la découverte. Direction le quartier Wemtenga de Ouagadougou, plus précisément sur la rue Wemba Poko, puisque nous avons décidé de vous parler de cette rue-là, Wemba Poko, mais surtout de l'histoire de Wemba Poko. C'est bien que vous puissiez savoir de qui il s'agit, parce qu'il y a une rue qui porte son nom aujourd'hui et cette rue est située dans le quartier Wemtenga. Alors, il faut rappeler que Wemba Poko est la Benjamin des enfants de Mogo Naba Oubri, qui est le fondateur du royaume de Ouagadougou. La rue Wemba Poko est longue d'environ 1,5 km. Cette rue est située dans le quartier Wemtenga à Ouagadougou et a été inaugurée le 30 juin 2018. C'est désormais une voie bitumée. C'est une rue qui rend hommage à la femme, puisque c'est une rue qui porte le nom d'une princesse de la cour royale du Mogo Naba. Il s'agit de Wemba Poko. L'histoire nous apprend que le Wemba Poko a été la Benjamin des enfants du Mogo Naba Oubri, troisième empereur des Mossi, qui est le fondateur du royaume de Ouagadougou. Wemba Poko a été intronisé ministre en charge de la médiation dans le Mogo et était chargé de concilier et de réconcilier les habitants du Mogo à un moment donné du règne de son père. Mais pourquoi a-t-elle été nommée ministre? Alors, notons qu'au vieux jour du Mogo Naba Oubri, père de Wemba Poko, il a senti une tension et des discordes au sein de son royaume. Avec ces conflits qui existaient entre individus et même entre communautés, il fallait trouver une solution. Dans le souci de léguer un royaume en paix à son successeur, le Mogo Naba Oubri et ses sages ont décidé de trouver une personne qui va s'occuper de la médiation. Après réflexion, le comité a décidé que c'est le dernier enfant du chef qui sera désigné comme médiateur, donc le Benjamin. Malgré le fait que la Benjamin, à l'époque des enfants du Mogo, qui était Poko, soit mariée, le roi et ses notables ont décidé de la nommer ministre de la réconciliation. Une formule a été trouvée pour garder intacts les liens entre les familles alliées. C'est alors que Poko quitte le domicile donc de son mari pour rejoindre celui de son père. Et Wemba a été ajouté à son nom et c'est devenu Wemba Poko. Le rôle de Wemba Poko était de faire régner l'entente dans le royaume aussi et de réconcilier ceux qui se disputaient. La légende raconte que quand elle demandait pardon à une personne, la personne ne devrait pas refuser de pardonner. Et comme si une personne refusait le pardon du Wemba, cela était considéré comme un sacrilège et le Mogo Naba pouvait sanctionner la personne. Wemba Poko a régné ainsi dans le royaume de son père et après elle, son poste revenait toujours au Benjamin ou à la Benjamin du Mogo Naba. De nos jours, son trône est occupé par le Wemba Ligdi qui règne dans son palais dans le quartier Wemtenga de Ouagadougou. Wemba Poko a marqué le royaume de Ouagadougou de par son règne. C'est au regard de sa combativité que son nom Wemba Poko a été donné à cette rue du quartier Wemtenga de Ouagadougou. Le Wemba Ligdi, maintenant un homme qui est un de ses descendants, est l'actuel médiateur du Mogo Naba Bango.
Cette semaine, nous vous faisons découvrir la princesse Wemba Poko et la rue qui porte son nom aujourd'hui, une rue située dans le quartier Wemtenga. Et tout au long de cette semaine, vous aurez des témoignages concernant le règne de Wemba Poko, mais surtout aussi pourquoi cette rue pour rendre hommage à Wemba Poko. Merci de votre fidélité à cette émission. Merci de votre attention à la rubrique à la découverte 2. À présent, on marque une petite pause, le temps de s'informer. La revue de presse présentée aujourd'hui par Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Ableta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Découvrons d'abord les titres avec vous. Absolument. Et nous commençons avec le journal d'État, Citoyen. À la une donc de Citoyen, lutte contre la fraude. 14 tonnes de riz reconditionnées frauduleusement à Sankariari. Candidature au poste du directeur général de la SECNA. Le Burkina demande le soutien de la Centrafrique éditoriale à la découverte de notre beau pays. Tourisme interne, des membres du gouvernement découvrent la richesse culturelle Cassina. Formation de parachutistes commando une matinée dans les airs avec les apprentis chuteurs du CITAP. Non-respect du poids du pain à Ouagadougou, des boulangers épinglés. La suite du journal Citoyen, à présent le pays, à la une donc du quotidien Le Pays, commune de Sava, un présumé trafiquant des détonateurs appréhendé, réquisition des magistrats, la réaction de l'intersyndicale. Confidence du week-end, recrutement sur mesures nouvelles, ils se feront désormais par une commission interministérielle. Mesures de sécurité avant de dormir, les conseils des sapeurs-pompiers. Lutte contre l'insécurité urbaine, les OPJ renforcent leurs capacités de présumés malfrats aux arrêts. Actu Sport, Allemagne, premier trophée pour Edmond Arsoba et le Bayer Leverkusen. TGI de Dougou, 24 mois de prison ferme requis contre un adjudant des eaux et forêts. Nous poursuivons avec cette fois-ci le journal L'Observateur parlera. À la une donc du doyen des quotidiens au Burkina, réquisition ciblée de magistrats pour le front, des actes d'humiliation et d'intimidation selon l'intersyndicale. Oui, et si on supprimait la justice, s'exclame le journal. Direction régionale de la santé du Santan, des prescriptions pour éviter la denguerie. Lutte contre le terrorisme, le ASIM appelle les militaires à changer leur fusil d'épaule. Syndicat de la météorologie, Caranet 20 a lutté pour un ciel dégagé. Offensive agro-pastorale et halieutique, l'Alliance des femmes engagées laboure le terrain. Et nous terminons avec aujourd'hui au Faso, à la une donc d'aujourd'hui au Faso, réquisition du magistrat pour le front. L'intersyndicale dénonce des intimidations et des humiliations. Début de campagne présidentielle le 17 septembre en Algérie. 3 candidats, un grand électeur invisible, le Irak. Promotion de l'image des pays de la sous-région. Je suis Sahel, le grain de sel du PNUD. Nuise du jour. Bafora, un nouveau chef pour Tarfila. Niger, le portefeuille du pétrole donc change d'identité. Le Mpox en Afrique. Niger, Bénin, le brut coule de nouveau. Décès d'Alain Delon. Vue d'Afrique, les 70 heures lui disent merci. Merci bien pour ces titres, Elhaj. On revient sur quelques sujets d'actualité. Intéressons-nous au cas des réquisitions des magistrats. Oui, absolument, Abzeta. Il faut donc dire que c'est une information qui fait couler beaucoup d'encre de salive depuis un certain temps. Vous savez que depuis donc l'entrée en vigueur de la loi sur la mobilisation générale des mises en garde, il y a une sorte de bipolarisation de l'opinion publique où il y a en tout cas une opinion qui estime effectivement qu'en vertu de cette loi, toutes les réquisitions sont donc légales. C'est pas ce que dit par exemple la justice où toutes les fois qu'elle a été saisie par des personnes réquisitionnées, elle a donc émis un avis disant que c'était pas légal. Effectivement, la dernière information, c'est celle relative à la réquisition des magistrats au front, même si donc dans l'ordre de réquisition,
On ne dit pas quels sont les motifs qui ont été à la base de cette réquisition. On dit seulement telle personne a été réquisitionnée pour le front. Maintenant, il y a deux réactions pour l'instant. Il y a d'abord la réaction de l'intersyndicale, que moi je juge particulièrement une réaction mesurée. Ça, c'est mon point de vue. Et puisque par le passé, lorsqu'il y a un acte de ce genre, on se rappelle de l'affaire de Koumsiga, c'était pas avec le même ton, c'était pas avec. On a vu que vraiment, pour moi, c'est un communiqué qui décrit la situation et qui est un aveu d'impuissance en réalité. Et moi, je trouve que c'est plutôt une main tendue de la justice vers l'exécutif. Parce que c'est l'exécutif, effectivement, qui prend les réquisitions. Et ça doit être ainsi. Voilà. C'est vrai que pour ceux qui sont formatés, qui disent que qui tiennent mordicus donc à cette séparation des pouvoirs, mais dans les faits, les pouvoirs sont certes séparés, mais ils sont en fait appelés à collaborer. Oui, voilà. S'il n'y a pas de collaboration, ça va poser problème. Parce que nous savons très bien que c'est l'exécutif en réalité qui même intervient pour même la mise en application des décisions prises par les justices, par les judiciaires et même les législatifs. Donc ici, pour une saine collaboration entre les pouvoirs, je pense qu'on ne doit pas être dans une position d'antagonisme. Voilà, parce qu'il y a un mal qui est là. Le pays est en danger. Et on doit donc pouvoir faire fi de ces bon, je dirais pas préjugés, de ce que nous avions connu jusque-là, pour voir la situation nouvelle commande quoi. Commande à ce que chacun puisse vraiment voir quelle est la nouvelle posture que l'on peut adopter par rapport à cette nouvelle situation. Moi, ce que j'attends le plus, c'est la réaction du Conseil constitutionnel. Vous savez très bien que lorsque la loi sur la mobilisation générale a donné son avis en disant que c'était conforme à la Constitution. Donc, si la justice dit que ces réquisitions sont illégales et que l'exécutif pense que c'est légal, c'est au Conseil constitutionnel de nous départager et dire finalement qui a raison. Voilà. Parce que si on peut réquisitionner tout le monde, c'est qu'on peut réquisitionner une partie. Voilà. Quels que soient maintenant les motifs qui sont avancés, ça c'est un autre débat. Donc moi je pense qu'ici, pour le bien du public, le Conseil constitutionnel doit s'auto-saisir de cette question pour voir, pour dire est-ce que les réquisitions sont vraiment légales ou illégales, etc. Parce que c'est sur la base de cette mobilisation générale-là que cela a été fait. Indépendamment des motifs qui sont avancés, très bien, ça et là. Donc je trouve que le communiqué de l'intersyndicale, même si les communiqués parlent d'actes d'humiliation, d'intimidation, mais je n'ai pas vu dans ces communiqués genre des menaces d'aller en grève ou bien etc. Donc voilà. Des refus catégoriques, etc. Donc je trouve plutôt que c'est une main tendue, donc, et que c'est dans cette disposition d'esprit de collaboration. Parce que là, il y a une situation exceptionnelle qui est là. C'est la situation donc, de la guerre dans laquelle nous sommes. Même si certains disent qu'officiellement il n'y a pas de guerre, on n'a pas déclaré de guerre, mais nous vivons la guerre de fait. Voilà. Donc je pense qu'ici, les textes sont certes importants pour la vie d'une nation, mais au-delà des textes, il y a l'esprit des textes. Il y a la lettre et puis il y a l'esprit. Voilà, l'esprit, effectivement, qui avait prévalu à ce qu'on parle de séparation des pouvoirs, c'est pour que les pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mains d'un seul pouvoir. Mais vous savez que c'est le peuple qui est en fait le dépositaire et le bénéficiaire de ce pouvoir. Donc si le peuple, voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que c'est le peuple qui légitime les pouvoirs, mais c'est la justice qui les légalise. Donc si le peuple est d'accord avec une disposition donnée, alors on ne peut que faire avec cela, avec cette volonté populaire. Parce que si le peuple n'est pas d'accord, ça ne peut pas prospérer. On a vu des coups d'État qui n'ont pas prospéré, on a vu donc des actes qui n'ont pas prospéré. C'est parce que le peuple est d'accord. Voilà, donc je pense qu'ici, exécutif, judiciaire et législatif et le peuple burkinabé, ensemble, nous devrons trouver la formule pour en tout cas sortir de cette impasse-là sécuritaire. Et après, maintenant, nous pourrons venir pour voir en ce qui concerne. Sinon, je trouve que ce n'est pas une défiance par rapport à l'exécutif ou une défiance de l'exécutif par rapport à la justice, mais on estime que c'est la situation nationale qui les recommande.
Donc chacun peut mettre un peu de, je sais pas si c'est de l'eau dans l'air vin ou dans l'air zonkoum, en tout cas Yamokoudi. L'essentiel est que nous puissions traverser cette période d'exception pour que le Burkina Faso retrouve sa paix, sa quiétude d'antan. Et maintenant, nous pouvons revenir sur le dialogue du sexe des anges, comme on le dit. Merci beaucoup, Merci. Elage, pour ces analyses. Restez avec nous, on va ensemble découvrir les couleurs du temps et c'est dans la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Abdoulaye Kwanda, amoureux du Faso d'Afani, on va le dire, mais il est le président de l'association EDEC Burkina Afrique. Entendez par EDEC Burkina Afrique, éduquer pour développer, éveil de conscience, donc EDEC Burkina Afrique. Bonjour à vous, Monsieur Kwanda. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci d'être là sur ce plateau. Et avec vous, on va avoir des exercices pratiques. Et on va savoir maintenant, lorsqu'on part au marché, comment on peut choisir le pain Faso d'Anfani made in Burkina, tissé avec notre fil et puis par nos mamans également. On va faire cet exercice-là tout à l'heure. Maintenant, je rappelle que ce week-end, vous étiez en caravane pour dénoncer le faux Faso d'Anfani qui est en train d'inonder le marché actuellement et surtout aussi promouvoir le vrai Faso d'Anfani comme celui que vous portez. Votre gang-là pèlerin est magnifique. Merci. Alors, Monsieur Kwanda, mais avant de parler de cette caravane-là, comme je le disais, vous êtes passionné en fait par ce métier de tissage, par ces pagnes Faso d'Anfani. C'est à partir de quand vous avez eu l'amour de ce Faso d'Anfani? Comment c'est arrivé? Merci Madame Ninkiema, merci à Savane FM et tout son personnel avec son PDG en tête pour nous avoir offert ce plateau digne d'intérêt et pour promouvoir le patriotisme à travers l'identité culturelle et par-delà et après l'économie nationale qui fera la prospérité des populations. Merci pour votre pertinente question. Il faut se dire que tout passe par l'éducation. J'ai été un élève de l'époque révolutionnaire de Thomas Sankara. Et à l'époque, tout le monde sait que le produisons burkinabé, consommons ce que nous produisons, est né ce concept est né de l'époque révolutionnaire avec le président Thomas Sankara. Et pour le promouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par l'éducation, les structures éducatives pour imposer le Faso d'Anfani ou appelé Faso Fani. Bon, c'est des dialectes d'Oula qui veulent dire la même chose. C'est-à-dire le Faso, comme tout le monde le sait, c'est la patrie. D'Anfani, bon, on parle du chez nous. Dans là, je crois, c'est tissé. Ça doit être dans Dagari ou un truc comme ça. Et Fani, là, comme tout le monde sait, c'est le pain. Donc, le pain est tissé de chez nous. Le pain tissé de chez nous. Voilà, donc à l'époque, le président Thomas Sankara a pris la décision politique vigoureuse et l'imposer à tout le monde au niveau du public scolaire. Et je crois qu'il y avait chaque région avec sa couleur. Voilà, donc pour magnifier les différences entre les différentes régions. Et même, à l'époque, c'était même pas des régions, hein, c'était des provinces. C'était les 30 provinces, voilà. Et donc, ayant pris goût. Vous étiez élève? J'étais élève à l'école primaire. J'étais l'école, donc en 85, je crois que je faisais le CE1. Voilà, donc malheureusement, il est parti quand nous on rentrait au CM2. Et donc 3 ans après, nous avons eu l'amour. Particulièrement, ça m'a beaucoup marqué. C'était très bon pendant le froid. On portait ça sans pullover et on était protégés. Pendant la chaleur, dans les classes, vous savez, dans les villages, là, il n'y avait pas climatiseur, ni ventilo. À l'époque, c'était une denrée rare. Mais on était très contents. Et vous savez, à l'époque, même les maisons qui étaient construites en banco, notre école, je crois, c'était à Tita, c'est construit en banco et ces murs-là sont toujours là. Et c'était bio. Et donc, aujourd'hui, et lorsque moi j'ai eu l'opportunité de créer une école, j'ai cherché un moyen par lequel mettre en valeur les idées révolutionnaires de Thomas Sankara. Quand j'ai eu l'opportunité de créer l'école là, j'ai dit, ben tiens, la première chose, il faut implémenter le Faso d'Anfani en milieu scolaire. Et même l'école là, quand je dis moyen là, c'est pas vraiment les grands moyens, hein, c'est le banco, on a commencé, je crois c'est à Marcoussi. Et parce que maintenant, aujourd'hui, vous êtes directeur d'école, il faut le rappeler. Voilà, je suis fondateur de l'école. Voilà. De l'école qu'on a les bravos du siècle. Donc, en fait, l'idée est née de là.
et comment ça a évolué pour que je puisse essayer d'implémenter ça au niveau national, international, africain et même au-delà de l'Afrique. Et c'est surtout l'idée révolutionnaire qu'on nous a inculquée dans la tête depuis l'école primaire. Voilà. Et vous l'avez dit, vous l'avez annoncé tantôt, vous avez décidé en fait, quand vous, à votre tour, vous avez pu fonder une école, d'intégrer le Faso d'Anfani. Est-ce à dire que vos élèves portent le Faso d'Anfani comme tenue scolaire ou bien vous leur apprenez à tisser le Faso d'Anfani? Merci, c'est comme je vous l'ai dit. C'était promouvoir l'art vestimentaire, promouvoir la culture en milieu scolaire à travers l'art vestimentaire. Et tout le monde le sait, ce qui est primordial dans la vie d'un être humain, c'est d'abord à manger. Après avoir fini de manger, il faut se vêtir. Et je me suis dit, bon, comme tu n'as pas les moyens pour nourrir les élèves, mais au moins le minimum, il faut leur initier à s'habiller, les familles à s'habiller le coton qui est un produit local, produit par les paysans burkinabés, et le fil filé par d'abord même, vous savez, je ne sais pas à mourir comme on appelle ça, nos grands-mamans là, faisaient la filature même au niveau de leur case. Oui. Et moi j'ai eu la chance de voir ma grand-mère et un de mes cousins, mon cousin était un tisserand, ma grand-mère, je crois, et la grand-mère, c'est du côté de paternel. Mais, donc, eux, ils filaient. C'était vraiment beau, génial. Voilà, donc avec ça, quand j'ai ouvert l'école, j'ai habillé les élèves, là, je crois que c'était en 2008. Tous les élèves portaient le Faso d'Anfani, exclusivement supporté par l'école. Ah oui. Ah oui, et c'était gratuitement. Et à l'époque, c'était quoi? Moi, mon idée, là, c'était que l'élève puisse venir à l'école comme s'il partait à la fête. Et que pour moi, il fallait bannir l'idée que l'élève qui est au niveau du non-loti vienne à l'école avec un sachet et ses fournitures dans un sachet. Donc, je donnais un sac avec des fournitures, plus le Faso d'Anfani cousu entièrement en ensemble pour donner aux élèves. Et je crois 7 ans plus tard, on a vu que bon, quand tu les habilles, c'est bien. Donner à manger, c'est bien, mais apprendre à pêcher le poisson, c'est encore mieux. Donc, on a commencé à initier les élèves au métier de tissage. Okay. Et généralement, on ne part pas loin. C'est les valeurs locales qu'il faut promouvoir. C'est les mamans qui tissaient les fils là à côté. À Marcoussis. Il y a des associations, par exemple, voilà. Des tisserantes. Moi, je les ai approchés. Vous voyez, moi, je paye le pain là au niveau du marché. À l'époque, je crois que le pain coûtait à peine 1500, 1750. Dans les 2008, là. Dans les 2008. Donc, j'ai négocié, puisque beaucoup de gens ne consommaient pas ça comme ça. J'ai négocié, les femmes ont dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème. Comme c'est pour habiller nos enfants, il n'y a pas de problème, nous venons. Maintenant, pour les amener à initier les enfants au tissage, c'est toujours vos enfants. On ne va pas aller chercher des grands spécialistes ailleurs. Donc, les femmes locales qui ne sont pas allées très loin à l'école, mais qui savent faire quelque chose, qui habillent même ceux qui ont les doctorats des agrégations, les plus grands richards, les présidents du monde, il faut venir former les enfants. Elles étaient très contentes d'être des monitrices à l'école. Et quand un enfant arrive, il dit « Bonjour, madame la maîtresse ». Et c'est comme ça, elles étaient très contentes de transmettre le savoir. Mais comment vous faites ça veut dire les élèves suivent les cours normalement, suivent le cursus scolaire. Je rappelle que c'est une école primaire et secondaire. Oui, c'est primaire et secondaire. Et après, maintenant, il y a quel jour pour l'apprentissage au tissage de Faso d'Anfani? Merci pour cette question. Vous savez que au niveau du primaire comme au niveau du secondaire, ça figure bel et bien dans le programme officiel qu'on appelle au niveau de l'école primaire les activités pratiques productives. Il y a des créneaux horaires spécifiques pour ça. Okay. Au niveau de l'enseignement secondaire, il y a également ce qu'on appelle la production. Donc nous exploitons judicieusement ces programmes-là, ces heures-là, même si on les délocalise le plus souvent, comme on est arrivé au stade d'apprentissage, on les a délocalisés dans souvent les jours où les élèves n'ont pas classe. Au niveau du primaire, c'est les mercredis. Généralement, on consacre la demi-journée pour initier les élèves volontaires. Là, on n'a pas imposé. Mais par contre, le port, là, on a imposé ça à tous les élèves. D'accord. Voilà. Et les élèves du secondaire, c'est les samedis où ils n'ont pas cours que les volontaires viennent s'essayer au tissage. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a aujourd'hui des élèves qui peuvent vous tisser carrément un pain Faso d'Anfani normalement, je vais dire? Oui, naturellement, et je peux vous rassurer que
Vous voyez les pailles qui sont posées comme ça. Voilà. Ce sont des élèves qui ont été formés au niveau de l'école Kouanda et les Bravos du siècle là, qui est loin, et qui savent, qui sont installés à leur propre compte. Il y en a plusieurs. Okay. Voilà, donc il y a Ouedraogo Nafissatou à l'heure actuelle qui a dû abandonner à partir de sa première pour s'installer à son propre compte. Elle tisse, et quelquefois quand il y a des gens qui veulent des commandes, moi je l'oriente vers elle. Voilà, elle sait très bien le faire. Ah oui. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. C'est ça, c'est intéressant. On a découvert un peu plus vos activités au niveau de l'école. Parlons maintenant de cette combativité ou de ce combat qui vous tient à cœur, faire disparaître le faux Faso d'Anfani et le faux fil. Oui. Alors, c'est quoi le problème exactement, M. Kouanda? Bon, moi, c'est comme je vous dis, en 2008, j'avais les 32 ans, ou peut-être même moins, et avec, j'allais dire, peu de moyens, parce que les premiers moyens, c'est notre tête et nos 5 organes de sens. Si on joue de la santé, on a 5 organes de sens fonctionnent, la tête est là, c'est les moyens de base, on a tout pour réussir. Je ne peux pas comprendre que nous initions ça, et les enfants avaient honte de porter le Faso d'Anfani devant leurs camarades. On leur dit, ah, tu es traditionnel, cette gang-là, tu portes. Et les élèves, souvent, étaient obligés de cacher leur tenue là, arriver à l'école, ils portent. Et que j'ai fait des plaidoyers auprès des différents gouvernements successifs. Je crois que j'ai écrit à l'époque au ministre Luc Adolphe Thiaw, au premier ministre Luc Adolphe Thiaw, pour qu'ils en fassent une politique nationale en milieu scolaire, le port du Faso d'Anfani. Bon, les réponses étaient mitigées. J'ai continué mes plaidoyers auprès des différents ministères. C'est sous l'époque de la transition de Michel Kafando, où vous voyez que lui et puis le premier ministre Zida, et ils sont revenus au consommant le Faso d'Anfani. Et quand je leur ai écrit, je crois leur ministre de la Culture, le ministre de l'Enseignement supérieur, ils étaient prêts pour m'accompagner. Il y a des protocoles d'accord, mais bon, qui n'a jamais vu le jour. Voilà, donc après leur départ, j'ai poursuivi avec les gouvernants suivants, mais ça n'a pas marché. Par contre, avec le président Roch, lui, il avait déjà même, il m'a fait rencontrer par son conseiller financier pour qu'on essaie de voir si on ne peut pas créer un établissement professionnel. Malheureusement, comme je n'ai pas une casquette politique, ils en ont fait un problème politique et on m'a écarté de côté. Et je salue au passage Maître Benouende Sankara, le Sankariste. Lui, quand il a vu un de mes reportages passer dans une des télés, il m'a fait appel que voilà des idées sankaristes qu'il faut promouvoir. Et moi, j'ai écrit au président de l'Assemblée nationale à l'époque, qui était Feu Salif Diallo, et qui a transféré le dossier à Maître Sankara. Il a tenté pour qu'on en fasse une loi à l'époque. Là, c'était chez les policiers, on dit c'est un individu, on ne peut pas croire, il n'y a pas d'étude de faisabilité. Et ça, c'est tombé à l'eau. J'ai continué mon combat. Et Dieu merci, aujourd'hui, avec le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, et ils en ont fait une politique nationale. C'est vrai, il faut saluer au passage le président Roch aussi. Grâce à lui, on a pu labelliser le Faso d'Anfani. Donc, voilà des gouvernements successifs, 3 gouvernements successifs qui ont essayé de promouvoir le consommation local, mais avec une réalité, une volonté politique et juridique et que l'actuel gouvernement a affiché son ambition de promouvoir le local. Malheureusement, là où le bas blesse, après tous ces combats, lorsque le gouvernement actuel a pris un acte politique et cadre juridique pour en faire une tenue scolaire, des biens malins, tout moyen, à cause de leur cupidité, leur gain, leur égoïsme, tout moyen pour aller valoriser d'abord la culture d'autres personnes à travers l'importation du fil contrefait de la Chine, en passant par le Ghana qu'ils appellent maladroitement que fil ghanéen. Non, nous sommes pour le panafricanisme, mais à César. Lorsque vous partez importer le fil d'ailleurs, vous importez d'abord la culture de l'autre chez vous, alors que la politique là, c'est de promouvoir la culture nationale, la culture locale, et tout le monde sait que le Faso d'Anfani existe dans toutes les communautés ethniques du Burkina Faso. Donc,
il contourne ça, que je dis, c'est pas un contournement, mais c'est un sabotage de la politique nationale prônée par le gouvernement actuel. Et que je dénonce avec véhémence. Et nous sommes prêts. Comme je l'ai dit, nous sommes des Wanyia du Faso d'Anfani. Et nous sommes prêts par tout moyen pour contraindre ces égarés qui sont en train de brader notre culture. J'insiste là-dessus, notre culture, notre identité culturelle. Parce que vous savez que lorsqu'on part à l'extérieur, ce qui différencie le Burkinabé, qui l'identifie, premièrement le drapeau. Après le drapeau, c'est son art vestimentaire. Une fois que le drapeau, là, on quitte les conclaves diplomatiques, c'est l'art vestimentaire qui fait notre identité. Et si on part porter du fil venu et importé d'ailleurs pour nous habiller, c'est réunir notre propre culture. L'autre aspect, d'abord, après le rejet de la culture, il y a l'aspect santé. Les producteurs, tout comme les consommateurs et les transformateurs, je vais parler des tisseurs qui transforment ce fil-là en paille, elles sont exposées à un problème de santé respiratoire et à des problèmes de dermatose. Parce que c'est du fil contrefait. Et ça ressemble très peut-être quand on les voit, c'est joli. Et voilà ça. On va passer à l'expérience pratique. Voilà. Qu'est-ce qui est faux fil ou faux faso d'Anfani? Voilà, ça c'est du faux fil. Et ça c'est du faux faso d'Anfani. Quand vous le regardez à la télé, quand vous regardez comme ça, a priori vous voyez ces bris, ces scènes vont faire croire que en fait c'est la briandelle là seulement qu'ils ont mis, alors qu'en réalité tout est synthétique, tout est caoutchouc. Voilà. Ça là c'est fait totalement avec du caoutchouc mélangé avec d'autres matières qu'on ne sait pas. Et si vous portez ça, naturellement pendant la chaleur, vous ne pouvez pas ne pas vous suffoquer, vous ne pouvez pas ne pas en souffrir. Et pendant la fraîcheur, vous savez que lorsque vous portez du caoutchouc pendant la fraîcheur aussi, ça rafraîchit le corps. Et pendant la chaleur, ça réchauffe encore le corps. Alors que si c'est le vrai faso d'Anfani... Le vrai, maintenant voilà voici les échantillons du vrai là. Voilà. Okay. Quand vous regardez les vrais faso d'Anfani tissés, pendant la chaleur, ça paraît lourd, mais ça absorbe. C'est pas quelque chose qui est méchant. Ça absorbe toute la chaleur. Et ça nettoie même votre corps des déchets. Et ça ne résiste pas aux objets. Quand vous partez aux saletés, quand on part, on les lave avec notre savon local. Naturellement, ça prend, ça rend propre l'habit. Et la différence au toucher, notre faso d'Anfani est mou. Voilà, très bien. Il y a d'abord merci. Vous êtes professionnel là-dedans. Bon, j'apprends. On sent en tout cas, c'est mou, c'est bien. Oui. C'est bien mou. Tout à fait. Par contre, l'autre, on sent quand même un peu. Rigide, oui, un peu rigide. Voilà. C'est ça. Donc, pour faire la différence, naturellement, le premier critère de faire la différence, c'est demander au vendeur là, est-ce que c'est du faso d'Anfani fait 100% avec du fil 100%. Est-ce qu'ils vont accepter nous dire, monsieur Oui, Kwanda? mais justement, c'est ça, il faut leur demander et insister. C'est ça le patriotisme. Parce que quand vous voyez le Français qui arrive dans un pays, là, il cherche où est un restaurant français. Parce que d'abord, c'est sa culture et puis il veut faire repartir l'argent dans son pays. C'est ça. Voilà. Donc, il faut qu'on insiste. Je veux du faso d'Anfani 100%. Si l'intéressé dit non, il n'y a pas de problème, c'est tissé par nos tisseuses locales, c'est tout. Bon, écoutez, si vous êtes d'accord, prouvez-moi, et si vous consentez avec moi, faites-moi la preuve que c'est du vrai faso d'Anfani. Non, madame, prenez, oui, monsieur, prenez seulement, moi je vous fais confiance. Non. Pour faire la différence, et c'est si vous voulez me prouver, j'ai une boîte d'allumettes ou bien un briquet. Vous prenez, vous enlevez un morceau de fil et vous brûlez. Ne serait-ce qu'un petit morceau de fil et vous l'allumez. Quand vous l'allumez et que vous allez l'éteindre avec le doigt, vous allez voir que ça colle. C'est comme le caoutchouc, le plastique quand vous le brûlez là. C'est que vous mettez votre main, ça colle. C'est ça. Et ça brûle. Vous voyez, même la nourriture, on déconseille les gens là de mettre ça dans les sachets là. Vous savez que beaucoup de causes liées à des problèmes gastriques, notamment les ulcères, c'est en partie responsable de ces sachets-là. Et puisque quand on met la chaleur, le plastique se fond.
et se confond à la nourriture. Et quand vous les avalez chauds, ça va se refroidir dans l'organisme et agresser nos intestins. Donc, c'est exactement la même chose que le faso d'Anfani. Lorsque on prend le faso d'Anfani là, le faux là, ça agresse le corps. Il n'y a rien à faire. Alors que le 100% faso burkinabé là est biodégradable. C'est biodégradable parce que ça ne détruit pas la nature, ça ne détruit pas le corps. Au contraire, ça apporte du bien. La preuve, lorsque nous avons des problèmes de peau ou des problèmes de santé liés à la peau, lorsqu'on part en consultation, vous allez voir que les grands dermatologues, les médecins spécialisés là-dedans vont vous dire porter généralement des tissus 100% coton. Personne ne peut me contredire ça. Personne ne peut me dire qu'il n'a jamais eu des problèmes de santé liés à la peau et que les dermatologues, les agents de santé d'une manière générale, ne lui ont pas conseillé de porter du 100% coton. Ça veut dire que le 100% coton, c'est la qualité. C'est la qualité. C'est recommandé. Bon, peut-être l'autre aspect, c'est souvent, voilà, ça aussi, je voulais dire que ça, c'est le fil local. Moi, je ne suis pas là pour promouvoir une entreprise locale. Mais qu'est-ce qui est mauvais si on promeut quelque chose de local qui est bien? Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut même faire. Il faut qu'on se promeuve nous-mêmes. Pendant qu'on est vivant, n'attendez pas notre mort pour dire il était comme ça, il était comme ça. C'est-à-dire, quand je dis mort là, il y a d'abord l'individu ou bien l'entreprise. Pourtant, quand c'était là, ça nous a aidé. Vous savez que plus on part importer à l'extérieur, non seulement on brade notre économie, on agresse notre culture et on détruit notre santé, sans oublier le fait qu'on tue l'employabilité. Et il y a beaucoup d'emplois qui sont menacés. Par exemple, ceux qui importent le fil, dans un premier temps, ils imposent aux tisseuses de prendre ce fil-là pour aller tisser le faux faso d'Anfani. Les tisseuses aussi, bon, comme elles sont contraintes, elles n'ont pas autre chose, elles ne connaissent pas autre chose à faire. Elles prennent et partent tisser et reviennent et ils vendent, ils achètent ça à vil prix, moins cher, et revendent ça sur la place du marché, très cher. Pire, ce qui arrive, c'est quoi? Ça là, c'est pas tissé, c'est ce faux faso d'Anfani, c'est pas tissé. Ils sont allés importer ça exactement de la Chine Vini. Donc il y a le faux fil qui entre, qu'on utilise pour faire du faso d'Anfani. Et il y a le faux faso d'Anfani déjà fait qui vient. Parce qu'ils appellent ça fil ghanéen. Le faux fil est importé de la Chine, là, ils appellent ça fil ghanéen. Or que j'ai dit maladroitement appelé. C'est pas moi, j'ai présidé plusieurs commissions africaines sur le textile. J'ai reçu plus de 45 pays africains. Et donc, j'ai présidé des commissions de compétition sur le faso d'Anfani. Les Ghana ont participé. J'ai vu le film. Non. Et vous savez, ça a quitté la Chine et ça a traversé. Ça a traversé le port du Ghana. Bon, il y a des usines locales qui font très bien le travail. Je crois qu'avec l'AES aujourd'hui, il y a une usine qu'on appelle, je pense que la FILSA, qui filature du Sahel, qui apparemment était promunitoire par rapport à la confédération actuelle, l'Alliance des États du Sahel. Vous voyez qu'il y a en avance sur plusieurs aspects de l'intégration sous-régionale. Ce sont des exemples qu'il faut encourager. Pour aller trouver le bon fil. Et j'appelle même Sofitex. Et c'est tous les acteurs intervenant dans la filière coton-textile à se donner main dans la main pour que nous puissions promouvoir notre valeur locale, nos ressources locales. C'est le seul gage pour nous d'accompagner notre souveraineté nationale, de nous affirmer. Alors, M. Kouadan, c'est que ça tue la culture et ça tue l'économie, comme vous l'avez dit. Maintenant, sur la place du marché, est-ce que ces fils importés ne coûtent pas moins cher par rapport aux autres? Voilà pourquoi. Mais même en termes de disponibilité, moi je sais que j'ai rencontré une association de tisseuses qui me disait que sur le marché, même pour avoir le bon fil coton made in Burkina, là, c'est devenu difficile. Qu'il y a même des gens qui préfèrent envoyer ça ailleurs, pour des tisserands ailleurs, que de vendre ça au Burkinabé. Donc, c'est très difficile pour eux-mêmes de trouver le pont. Donc, finalement, ils font avec, ils appellent ça fil ghanéen, ils font avec. Oui, bon, et je pense que tout ça, c'est la cupidité de certains concitoyens qui font raréfier le fil. Ils instaurent la raréfaction par exprès pour faire des spéculations. Parce qu'avec le fil importé et aux qualités douteuses, ils l'achètent vil prix, ils ne payent pas suffisamment la taxe. C'est pas labellisé. Je défie quiconque qui peut nous dire que les fils dits ghanéens qui importés de la Chine là
répondent aux normes de l'ABNORM. Ça n'a jamais été fait contre. Nous interpellons d'ailleurs sur l'ABNORM à faire des tours dans les marchés là, pratiquer des saisies comme ils le font au niveau des boulangeries ou dans d'autres structures là, pour brûler les fils contrefaits, parce que ça d'abord agresse notre santé, tue l'économie, agresse la culture et diminue les emplois et faut disparaître certains emplois. Donc, pour revenir à la raréfaction, ils achètent, puisqu'il y a la concurrence, il y a des cahiers de charges qui imposent aux usines nationales là, qui ne peuvent pas vendre au détail. Donc, il y a des commerçants agréés. Donc, le commerçant agréé, il prend, et une fois qu'il stocke ça dans ses magasins, il les fait sortir selon lui sa volonté. Voilà, tout simplement parce qu'il avait un plan machiavélique. Et lui, on me dit que non, les usines locales là, ne sont pas à mesure de satisfaire la demande. Alors que c'est eux qui le font pour faire une spéculation, ouvrir des entrepôts clandestins ailleurs, ils font venir le fil, ils mettent là-bas, et même ils sont agréés. Et ils confient ça à leurs amis, leurs frères ou leurs enfants qui le vendent. Et c'est comme ça qu'ils dispersent dans les marchés. Et avec les tisseuses qui se plaignent qu'avec ce fil-là même, ça les rend malades. Ils disent, mais si tu ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas faire avec le fil local. Et ils achètent le paille qu'ils achètent, vous pouvez acheter à 3000 francs, prix grossiste avec les tisseuses locales, ils l'achètent à 2000 francs. Et si tu acceptes même de donner ça à 2000 francs là, ils ne te donnent pas les 2000 francs cash, ils te donnent 1000 francs et l'autre 1000 francs, ils te remboursent avec le fil contrefait. C'est Maintenant, quelle politique hein? C'est justement la méchanceté. L'autre aspect, ce que je voulais dire là, et avec la politique du gouvernement qui a institué le port obligatoire du faso d'Anfani, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine là dans les écoles, ces commerçants, ils ont fait appel, je crois, à l'usine Filsa, puisque j'ai fait partie de ces ateliers-là, qui a doublé sa production, qui fait 25 000 tonnes je pense, 25 000 tonnes de fil par jour, capable de satisfaire la demande. Et plus vous savez, lorsque le besoin y est, on peut toujours augmenter la capacité de production. Mais est-ce qu'en termes de coût, est-ce que nos fils coûtent plus cher que... Oui, naturellement, et en termes de coût, il faut se dire que ce qui est mauvais, ce qui est contrefait, naturellement, pour concurrencer là, il faut qu'il baisse le coût. Et quand nous savons que nous allons en payer ce qui est payer ce qui paraît moins cher pour coûter cher à notre santé, faire disparaître les emplois de d'autres personnes, à travers la fibre patriotique, on doit renoncer à cela. Mais quand on dit ce coût-là, je pense qu'il faut relativiser. Le bazin coûte plus cher. Le bazin coûte plus cher que notre façon d'enfanir local. Et tout le monde sait que pour entretenir le bazin, ça coûte encore plus cher que le façon d'enfanir local. Mais où est le patriotisme? Où est la cherté dans ça? Et généralement, vous savez également que plus on consomme, il y a beaucoup de consommateurs, il y a la concurrence entre les producteurs et les transformateurs, et la qualité vient et le prix diminue. Plus on consomme beaucoup, et la demande devient forte, et le prix va diminuer. Voilà. Donc, pour revenir au prix là, il faut relativiser. Je crois que la balle là, puisque moi-même je paye les balles pour mes élèves qui s'essaient, et vous savez que c'est vraiment patriotique, hein, très patriotique. Les pailles que les élèves essaient de s'essayer à l'initiation là, on ne peut pas vendre, on ne peut pas consommer. Donc tout ça c'est du perdu, c'est du gâchis. Ce qu'on peut faire souvent, les pailles ratées, on utilise ça comme des serpillères et autres. Ok. Voilà. Bon, comme c'est de l'apprentissage, mais vous tenez à ce que ces élèves puissent apprendre à tisser. Oui. Alors, on est en train d'épuiser notre temps. Moi, je me dis que le prix, là, ça a diminué même actuellement. La balle là, coûtait 80 et quelques mille, mais aujourd'hui, c'est 75 000. Okay. Ce n'est qu'un début. Pour rendre le fil là, accessible grâce aux élèves, pour permettre à tous les transformateurs de pouvoir avoir le fil là pour faire. Malheureusement aussi avec l'idée terroriste, ça fait que beaucoup ont quitté leur terroir pour d'autres horizons. Ça a apporté un coup dur également à la filière coton textile. Monsieur Kwanda, faisons quand même un petit bilan de la caravane parce que samedi, c'était samedi? Oui, c'était vendredi. Vendredi, vous êtes sorti pour dire non à ce faux façon d'enfanir, à ce faux fil. Vous avez fait des marchés. Comment ça s'est passé? Comment les commerçants vous ont accueillis? Bon, vous savez que le voleur, quand il voit le policier venir ou le contrôleur venir là,
ils s'enfuient. Ah bon? Voilà. Donc ceux qui vendaient le faux là, quand ils nous ont vu nos banderoles et puis nos messages, ils ont fui. Par contre, on a fait 4 IA et je crois qu'il y a d'autres, il y a encore 4 autres IA qu'on va faire. On a fait le Tuesia, et on a fait Bascuya, on a fait le 10IA, on a fait le Grand Marché. Je crois qu'on va repasser à 10IA et Grand Marché, où en fait la gangrène est très profonde là-bas. Et puis il y a Sankariari, et puis il y a d'autres marchés encore de la ville de Ouagadougou. Parce que c'est d'abord, il faut passer par la capitale, qui est le foyer de dispersion, de diffusion du faux. Parce que tout le monde vient prendre ça à Ouagadougou ici. Mais maintenant, les bons commerçants nous ont accueillis favorablement et même ils ont apprécié l'initiative et l'approche. Et je pense que Sofitex et puis Filsa et les autorités gouvernementales doivent nous accompagner. Mais j'ai un appel fort. Un appel fort au gouvernement burkinabé d'aller jusqu'au bout de ses idées, de sa politique, en imposant sur le port systématique du FASO d'enfants en milieu scolaire et surtout adopter une politique de protection du fil national de nos entreprises nationales pendant au moins 10 ans pour voir comment nous allons voir notre économie dans 10 ans. Tant qu'on ne le fait pas, les États-Unis le font. Ils subventionnent leur agriculture, ils disent qu'ils ne doivent pas le faire. Mais je pense qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement actuel, ils sont dans cette dynamique. Mais nous les interpellons. Allez dans les marchés partout. Saisissez les choses. Apparemment, il faut s'y prendre tôt pour pouvoir arrêter. Ah oui, mais c'est la gangrène, le mal est profond. Mais dès lors qu'on va sévir, va rentrer dans les marchés là, et prendre quelques faux fils et puis brûler, vous allez voir que tout le monde va faire disparaître ça. Parce qu'ils sont un poison même pour la société, pour notre pays, notre économie, notre culture et notre santé. Et bien sûr, pour pouvoir reconnaître le vrai du faux, vous pouvez vous faire accompagner par des experts comme Monsieur Kwanda. Monsieur Kwanda, on va regarder à l'antenne. On a donc la vidéo de votre test. On n'a pas pu tester ici, mais nos reporters étaient sur place. Donc, vous l'avez dit, en brûlant le faux. Et voilà, ça c'est le vrai ou le faux que vous. Ça c'est le faux qu'on brûle comme ça. Le faux. Okay. Vous voyez comment ça brûle. Et c'est exactement comme du caoutchouc que vous avez allumé. Voilà. Et quand on voit le caoutchouc allumé, il ne s'éteint pas vite. Même le vent a des difficultés pour l'éteindre. Si vous l'approchez, vous utilisez vos doigts pour l'éteindre, ça colle. Voilà. Alors que si c'est le coton naturel, pour l'éteindre, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que quand il y a le vent, ça continue. Mais lorsqu'on éteint, c'est de la cendre. Aucune trace ne reste. D'accord. Voilà. Merci en tout cas pour ces démonstrations. Et merci à vous pour ce combat. Je suppose que vous allez toujours poursuivre. Vous avez dit que la caravane se poursuit. La caravane se poursuit. Et puis on espère que vous serez bien entendu aussi des autorités. Ils vont recevoir bien le message et puis voilà, quelque chose sera fait pour lutter contre ces fils contrefaits et ces fils importés, ces pains tissés importés qui apportent une concurrence déloyale vraiment au travail de nos femmes, nos braves mamans qui donc protègent notre identité culturelle. Merci pour ce combat, Monsieur Kwanda. C'est moi qui vous remercie. On est content parce que vraiment, il y a des gens qui se battent pour protéger notre façon d'enfanter, notre culture. Oui, je dis un grand merci à Savane FM de ce que j'ai adressé la correspondance. N'a ménagé aucun effort pour me recevoir, dit qu'il est prêt pour nous accompagner et franchement dit. Et j'invite tous les autres médias aussi et tous les autres burkinabés à se lancer corps et âme comme Savane Média le fait pour promouvoir notre identité culturelle et nous accompagner dans notre plaidoyer. Alors, Monsieur Kwanda, on va laisser votre contact parce que peut-être qu'il y a des bonnes volontés comme ça qui épousent votre combat, qui voudraient vous accompagner, pourquoi pas. D'accord, merci, nous sommes EDEC Burkina Faso, EDEC Burkina Afrique, parce que le Burkina, les gens pensent que c'est le Burkina Faso, mais c'est le Burkina, c'est l'intégrité. Voilà, comme c'est une association africaine, bon, on a préféré, c'est vrai que l'idée de base est venue d'ici, mais on a préféré mettre notre culture là-dedans, pour que ça s'exporte. Nous avons EDEC BFA et 2015 gmail.com, ça c'est notre email, et le numéro de téléphone 70 16 44 28 70 16 44 28. C'est en même temps un WhatsApp.
Merci beaucoup, Monsieur Kwanda. C'est moi qui vous remercie infiniment. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui avec Monsieur Kwanda. Entretien qui sera rediffusé à 12h sur Savane TV. On s'arrête ici. Et pour la suite de l'émission, on marque une petite pause. On retrouve d'autres invités. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Raphaël Aspavati. Il est le directeur de ON News. Bonjour à vous, Monsieur Aspavati. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue. Alors, on parle de formation en marketing digital aujourd'hui avec vous. On sait que depuis un certain temps, vous organisez des séries de formations, que ce soit individuelles et grand public également. Vous revenez avec une nouvelle formation. Alors, pour commencer, présentez-nous la structure ON11. Je voudrais tout d'abord remercier les responsables de Savane Média. Vous remercier également parce que chaque fois que le besoin est au niveau de ON News, je suis sur ce plateau de télévision, c'est une opportunité. Donc, je vous traduis toutes mes reconnaissances et tous mes remerciements. En fait, ON News est un cabinet de conseil en entrepreneuriat, en fact-checking et puis en media training. Le fact-checking, vous savez très bien, ça a un lien avec les fake news et la désinformation. Vous savez aujourd'hui que l'Internet circule, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, les fake news et la désinformation. Donc le fact-checking, c'est donc la vérification des faits, donc à partir de ce qui est publié sur les réseaux sociaux, afin donc d'établir la vérité des faits. Et le media training, c'est donc la formation aux médias, la prise de parole en public. Comment réussir ces interventions dans les médias, comment réussir un débat à la télévision ou à la radio, bref, dans les médias. Donc, nous nous consacrons à ça au niveau donc, de ON News. Et en plus de ça, donc, nous donnons des conseils et nous faisons le suivi donc, dans ces différents domaines. Ok. Et vous organisez une formation en marketing digital? Oui, sur moi-même. Oui, les 22, 23 et 24 août prochains, donc dans quelques jours, nous organisons une formation en marketing digital, mais plus qu'une formation, c'est un atelier de renforcement des capacités, parce que cette formation, elle sera à 100% pratique. Et nous allons aborder essentiellement deux modules. Le premier module, ça va traiter donc, des stratégies innovantes en marketing digital. Vous savez, le marketing digital aujourd'hui s'impose dans le business parce que au moins à 80%, 90%, tout se passe aujourd'hui sur Internet. Les tractations économique, le business même se passe sur Internet. Donc, quand vous voulez être dans ce domaine d'activité, il vous faut forcément maîtriser le digital et savoir ce qu'il faut effectivement mettre sur les réseaux sociaux quand vous êtes un opérateur économique ou quand vous faites du business. Donc, nous allons parler des stratégies innovantes en marketing digital, c'est-à-dire que nous allons voir comment on peut créer du contenu sur sa page lorsqu'on a une page ou lorsqu'on a une page Facebook, un compte TikTok, etc. Donc, comment l'animer en réalité, comment y mettre de contenu, comment créer les vidéos, comment vraiment enrichir le débat, comment présenter son produit sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, nous allons voir la technique de rédaction en web, parce que si vous faites du business sur Internet, vous n'écrivez pas comme on a l'habitude d'écrire de façon ordinaire. Oui. Il y a vraiment une technique, il y a une façon d'écrire pour capter donc l'attention de vos clients. Nous allons également parler de ça. Tout ça, ça rentre dans le premier module. Et le deuxième module, nous allons parler de la gestion de la publicité. Ce qui est très important parce que vous ne pouvez pas faire du business sans en réalité faire de la publicité autour de votre produit. Mais comment réussir la publicité donc, sur Internet et sur les réseaux sociaux
C'est de cela que nous allons parler dans le module 2 en parlant essentiellement du portefeuille Meta. Alors, ça dit que l'objectif de cette formation, c'est vraiment apprendre aux participants à mieux se vendre et à mieux vendre leur projet business ou leurs produits sur Internet. Oui, c'est cela même l'objectif. Parce que vous voyez, en Afrique, l'Internet est venu nous surprendre un peu. Et puis, ce qu'on sait faire le plus sur Internet, c'est la distraction. Quand vous allez, par exemple, sur TikTok, c'est de voir les petites filles trémousser. Les gens sont beaucoup intéressés, mais il y a mieux à faire sur les réseaux sociaux, donc sur Internet. Donc, cette formation, pour ceux qui sont déjà dedans, c'est de venir renforcer leur capacité dans leur domaine d'activité. Mais ceux qui veulent embrasser donc cette filière-là, il est aussi bon de venir parce qu'il faut connaître les rudiments nécessaires afin de pouvoir réussir son business sur Internet. Parce que l'argent étant très difficile à obtenir, lorsque vous le gagnez, eh bien, il faut savoir comment l'investir. Sinon, vous allez dire que non, les réseaux sociaux, ça ne marche pas, j'ai essayé ci, j'ai essayé telle activité, ça n'a pas marché. Et pourtant, c'est parce que vous ne savez véritablement pas comment s'y prendre. Et pour cette formation de 2 ou 3 jours? Non, la formation elle s'étale sur 3 jours. C'est les 22, 23 et 24 août. C'est de 16h à 20h. On a choisi 16h à 20h parce qu'on a estimé que les gens vont finir déjà leurs différentes préoccupations dans la journée et ils pourront avoir la tête libre pour venir renforcer leur capacité, apprendre quelque chose de plus que ce qu'ils savent déjà faire afin de booster leur business sur Internet. Et quelles sont les conditions de participation à cette formation? Cette formation, elle est à 35 000 francs CFA. L'inscription, c'est à 10 000 francs. Parce que c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est une formation exclusivement pratique. Et nous avons même conseillé nos participants à venir avec un ordinateur. Parce que quand vous faites de la publicité sur Internet, quand vous voulez être un professionnel dans le domaine, avec le téléphone, ça ne va pas très bien. Donc, il faut l'ordinateur parce que quand on parle du portefeuille Meta, eh bien, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de faire sur Internet. Donc, si je dois me récapituler à ce niveau-là, les conditions, c'est 35 000 francs, 10 000 francs à l'inscription et 25 000 francs au démarrage donc, de l'activité. C'est le 22, le 23 et le 24 août prochain, donc c'est dans quelques jours déjà. Oui, c'est ça. Voilà, et ça va se passer où, M. Asmavati? Ça va se passer à Ouaga 2000, non loin de l'IAM. C'est un cadre majestueux, un cadre bien indiqué pour ceux qui font du business et qui aiment rester dans un cadre bien indiqué, approprié, très à l'aise, prête à mieux réfléchir pour améliorer le business. Mais vous serez dans une salle pour la formation, je suppose. Oui, on sera dans une salle. Oui, c'est dans une salle c'est là-bas que la formation va se dérouler tous les soirs. Donc, en tout cas, les 22, 23, 24, de 16h à 20h. Alors, c'est bien de laisser des contacts pour les inscriptions. Oui, on a 2 numéros sur nos affiches. On a 2 numéros. Il y a le 75, 111, 111, 112. Et puis le 72, 15, 55, 50. 2 contacts affichés d'ailleurs au niveau de l'affiche. Vous pouvez justement faire la capture et contacter Monsieur Asmavati tout à l'heure et son équipe. Et on voit aussi sur l'affiche que c'est bien mentionné que après la formation, vous aurez une attestation et 1 mois de suivi. Oui, en fait, c'est le bonus. C'est une attestation, 1 mois de suivi parce que OO News, c'est aussi un réseau. C'est un réseau qui se crée.
parce que ça fait déjà quelques années que nous faisons les formations, nous sommes dans ces différents domaines d'activité. Donc un réseau qui se crée au Burkina, un réseau d'opérateurs économiques et d'hommes d'affaires, comme on le dit, qui se crée au Niger, au Mali et au Togo. Donc venir sur notre formation, c'est un plus, mais au-delà donc de cette formation-là, vous ferez partie de notre réseautage, de notre réseau, où on peut vous mettre en contact, on va vous mettre en contact avec les opérateurs économiques d'autres, des entrepreneurs, pour être plus précis, des entrepreneurs d'autres pays que je viens de citer, pour vous faciliter donc vos activités et le business, parce qu'aujourd'hui le cadre national est si restreint qu'il faut aller au-delà de son pays pour espérer gagner davantage, si tant est que l'ambition c'est de se faire de l'argent et beaucoup d'argent. Merci bien, M. Aspavati. On a épuisé notre temps. Quel est votre mot de fin à l'endroit des futurs participants? C'est de demander aux futurs participants d'être là. Il ne reste que 5 places sur les 10, parce qu'on ne va pas dépasser 10 pour permettre aux gens de bien assimiler ce qu'on va faire. Parce que l'objectif aussi, ce n'est pas de former pour former, c'est de former, d'autant plus qu'il y a le suivi pour avoir les résultats. Donc je vais demander aux participants, pour les 5 places qui restent, de se manifester le plus rapidement que possible, parce que là on est déjà le lundi, il ne reste que 48 heures pour que la formation démarre véritablement. Donc nous vous attendons sur les 75, 111, 111, 112 et le 112 15 55 50. Merci beaucoup. Merci bien, madame. Alors, merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On s'arrête ici pour l'aventure de ce matin. Le rendez-vous est pris pour demain, mardi, pour encore d'autres émissions, d'autres thèmes à développer et puis d'autres invités à recevoir. Prenez soin de vous. On vous souhaite excellente semaine. Allez.